Bonsoir à tous les membres de la plateforme de Subverté, ainsi qu'à vous-même. Donc, chers frères, vraiment, je suis embêté. Je suis vraiment embêté. Je me pose énormément de questions aujourd'hui. Quand est-ce que la Côte d'Ivoire, nous allons être une nation, et dans cette nation-là, on va mettre de côté nos différences ethniques et on va tous se considérer comme un citoyen ivoirien. Chers frères, vraiment, depuis un certain moment, je ne fais que réfléchir à cela. Je me demande même d'où vient le problème exactement. Qu'est-ce qui ne va pas pour que des Ivoiriens aujourd'hui haïssent d'autres Ivoiriens? Je me demande pourquoi, pendant tout ce temps-là, avec tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de développement, il n'y a pas de discrimination au niveau des aides de l'État. L'aide de l'État touche toutes les régions. Mais pourquoi les messages de haine envers le peuple du Nord ne font que continuer? On a le président de la République, le docteur Alassane Dramane Ouattara, qui fait de tout son possible, qui appelle tout le temps au rassemblement de tous les Ivoiriens. Mais on a ces partis politiques là aujourd'hui qui sont le PDCI et le PPACI, qui servent toujours sur la xénophobie, la division entre les ethnies, afin de pouvoir atteindre le sommet de l'État. Chers frères, c'est pour cela que j'en veux un peu au gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara. J'en veux énormément un peu au gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara parce que aujourd'hui, nous connaissons un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Quel était ce peuple-là aujourd'hui qui était ce peuple qui était marginalisé, qui était ce peuple-là qu'on a accusé de tous les maux d'Israël? Et on continue aujourd'hui à toujours accuser ce peuple-là de tous les maux d'Israël. Moi, je me disais que avec l'arrivée du pouvoir Ouattara, ces messages allaient disparaître. Mais finalement, quand je m'assois, quand je réfléchis, la conclusion que je peux tirer ce soir, cher René, il y a un travail qui n'a pas été effectué correctement. Et le travail, pour moi, le développement au niveau du nord de la Côte d'Ivoire aujourd'hui font que le peuple du Sud, aujourd'hui, ils n'ont même pas cette envie-là aujourd'hui d'aller dans le nord. Parce que quand on prend des grandes nations comme la France, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, c'est des populations qui bougent dans tout le pays, dans tous les différents pays, afin de pouvoir avoir leur pain quotidien, afin de pouvoir avoir du travail. Et quand une population bouge d'une partie A à une partie B d'un pays, ça fait qu'on a le brassage culturel aujourd'hui qui existe dans ces pays-là. En France, le Breton peut venir travailler dans le sud de la France, il sera chez les Toulousains, et vice-versa. Des Corses peuvent se déplacer pour venir en Bretagne, mais ils parlent que le même langage, c'est-à-dire nous sommes tous des citoyens français. Est-ce que c'est pas ce que le président Félix Houphouët-Boigny faisait dans son temps? Parce qu'on avait besoin de partir une nation. Tous ceux qui avaient leur bac au sud, on vous envoyait directement dans le nord. Parce qu'il y avait des lycées, il y avait des collèges, de telle sorte à ce que le fils du sud puisse se sentir à l'aise dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons aujourd'hui que les fils du Sud, ils ont tellement formaté ces personnes-là qu'aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt dans le Nord. Personne ne veut aller aujourd'hui dans le Nord. Donc très souvent, quand on regarde aujourd'hui, quand on regarde les discours de Laurent Gbagbo, les discours des Bédiens, ils vont dire « Ah, le Touré d'Odiéné, avec le Touré du Burkina ». Donc ça fait que nous, aujourd'hui, les gens du peuple du Nord est considéré comme un peuple étranger. Parce que ce qu'il faut comprendre, les Tourés s'écrivent de la même manière. Et nous, qui sommes fils
du Nord, nous savons très bien la différence qu'il existe entre moi étant fils du Nord de la Côte d'Ivoire et le Malien qui s'appelle Touré et le Guinéen qui s'appelle Touré. Nous savons la différence, mais et nos frères du Sud, là, est-ce qu'ils connaissent cette différence-là? Raison pour laquelle les politiciens manipulent ce patronyme-là qu'on a en commun avec nos autres frères du Mali pour nous traiter aujourd'hui d'Ivoiriens. Parce que nous-mêmes dans le Nord, nous connaissons nos différences entre nous et ces derniers-là. C'est pour cette raison, quand tu vas dans des villes du Nord, que tu sois à Korogo, que tu sois à Séguéla, que tu sois à Oudjeni, un Guinéen, quand il arrive, même s'il s'appelle Touré, on sait qui il est. Même s'il s'appelle Diaby, on sait qui il est, on sait qu'il n'est pas un fils du Denguélé. Certes, on a le même nom, mais c'est un Guinéen. Parce que dans le Nord, on fonctionne par groupe de famille. Mais depuis un certain moment, nos frères du Sud ne vont plus dans le Nord. Donc comment ces derniers-là vont faire la différence entre nous et puis ces derniers-là qui viennent des autres pays? Mais c'est normal qu'aujourd'hui, les politiciens cherchent sur ce côté-là pour faire augmenter ou bien pour faire monter les tensions des xénophobies. La Côte d'Ivoire s'étend sur 362 2400 quelque chose kilomètres carrés là. Donc ça veut dire que l'Ivoirien doit pouvoir se déplacer pour aller connaître d'autres cultures. Mais aujourd'hui, quand on regarde dans le Nord, il n'y a rien d'attractif dans le Nord. Il n'y a rien d'attractif dans le Nord. Imaginez un instant, si on avait à peu près les mêmes usines qu'on a à Abidjan dans le Nord, le petit ébrié, il voit que Abidjan, comment dire, il y a une forte densité à Abidjan, Abidjan est chargé. Mais le petit, il va vouloir aller dans le Nord parce qu'il y a des usines là-bas. Et quand il arrive là-bas, il va vouloir faire sa vie. Et il va s'imprégner de la culture du Nord. Même il va peut-être marier une femme du Nord. Et c'est ce brassage-là qui allait faire disparaître aujourd'hui toute cette haine-là qu'on a contre le peuple du Nord aujourd'hui. Est-ce que les braqueurs qu'on attrape aujourd'hui à Abidjan, ils s'appellent Touré, ils s'appellent Touré, ils s'appellent ceci, cela, mais quand on regarde, ce sont des Burkinabés, ce sont des Maliens, ce sont des Guinéens. Mais tout ça, on dit non, c'est les fils du Nord. C'est pour cela que nous demandons à l'Union des cadres du Nord, faites le nécessaire dans le Nord, de telle sorte à ce que des populations puissent quitter le Sud pour aller dans le Nord, parce que là-bas, il y a du boulot. Mais si le nécessaire n'est pas fait, on ne pourrait pas être cette nation-là. Les Laurent Gbagbo, les Bédier, ils vont toujours se réfléchir ça. Est-ce que nous, fils du Nord, nous ne connaissons pas la différence entre le Kwame du Ghana et le Kwame de la Côte d'Ivoire? Nous, on connaît ça. Donc, c'est ce qui fait que, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est là, nous sommes dans notre propre pays, on nous confond avec d'autres personnes, donc ça fait que tout le monde est énervé. Mais nous, ceux qui réfléchissent, ceux qui pensent, aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut mettre en place pour qu'on ait ce brassage culturel-là. Est-ce que les Laurent Gbagbo, les Bédier, ceux qui sont au temps de fouille là, est-ce qu'ils ne connaissent pas la culture du Nord? Ils connaissent tous les détails de la culture du Nord. Toutes les cérémonies poro, ils connaissent tout. Aujourd'hui, quand je vois Touré Mamadou en train de dire que je suis c'est nouveau, mais j'ai été élevé dans une famille pétée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut traiter Touré Mamadou d'un étranger ou bien quelque chose, mais il connaît la culture bétisse, il a grandi dedans. Mais ça devient aussi le contraire pour d'autres personnes de la Côte d'Ivoire. Parce que si on avait fait ça, je vous le jure, on n'avait pas de se tuer en Côte d'Ivoire. Donc moi, j'invite nos autorités à vraiment penser là-dessus. Revenons au temps du fouet, où le fils du Nord vient dans le Sud, l'autre vient dans le Nord, l'autre va à l'Ouest, de telle sorte à ce qu'on puisse être véritablement une nation. Sinon, là, si on continue toujours à délaisser une région par rapport à d'autres régions, le peuple du Nord va toujours se déplacer pour venir dans le Sud. Et quand c'est comme ça, on sera toujours marginalisé. Parce que le développement est déséquilibré en Côte d'Ivoire. Est-ce que la ville de Korogo ne mérite pas un échangeur aussi, comme l'échangeur d'Abobo?
comme l'échangeur de, comment dirais-je, comme l'échangeur de Cocody, comme l'échangeur ivoirien-japonais. La ville de Korogo mérite ça aujourd'hui. D'autres villes du Nord aussi méritent aussi ces échangeurs. Mais le développement ne peut pas se faire dans un seul pays, ce n'est pas que la capitale. Donc, cher ami, je ne vais pas te prendre le temps. Je préfère m'arrêter là. Merci beaucoup, le frère Abdoul. Merci pour le sujet que tu as évoqué. Si vous pouvez m'instruire mieux, ça va nous aider. Ok. Et là, ce n'est pas un sujet nouveau. Vous savez, il ne faut pas confondre l'image que nous percevons du monde avec le savoir qu'on doit avoir sur le monde. Chacun voit le monde comme il le veut. Mais avoir une bonne connaissance du monde, c'est là que vous verrez la différence entre les humains. Or, ce qui est important, c'est ce qu'on apprend, c'est-à-dire le savoir qui est le plus important. Vous allez m'excuser. Le problème qui se passe en Côte d'Ivoire, que vous appelez le problème de la xénophobie, c'est une manière bien intéressante de cacher le tribalisme, c'est-à-dire l'exclusion ethnique. Mais si le problème persiste, c'est parce que les causes n'ont jamais été traitées véritablement. Parce qu'il ne faut pas se mentir pour tourner autour. Même sans le développement, on peut mettre fin à la xénophobie. Je ne dis pas que le développement n'est pas important. Et c'est pourquoi je dis que ceux qui veulent m'écouter, prenez le temps de bien écouter et de bien suivre mon axe de réflexion. La Côte d'Ivoire est un pays où on compte plus d'une soixantaine d'ethnies. Et dans cette soixantaine d'ethnies, il y a certains politiciens, à savoir M. Henri Konan Bédié et M. Laurent Gbagbo, qui à un certain moment se sont assis, parce qu'eux connaissent les peuples du Nord mieux que souvent beaucoup de fils du Nord. Ils se sont dit, mais nous, on ne peut pas réussir à faire de la politique sur le concret. Ça veut dire, on ne peut pas et on ne va jamais accepter qu'on nous juge sur notre travail, parce qu'on ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour exister? Pour exister, comme je vous l'ai dit, en politique, il faut une idéologie. Et quand tu as une idéologie, il faut montrer aussi des ennemis de cette idéologie-là. Et donc, il faut trouver un ennemi. Comme de la manière en religion, on fonctionne pour trouver le Satan comme l'ennemi idéal. Quand on n'arrive pas à expliquer un problème, ou bien quand on veut cacher ses limites, on dit c'est l'œuvre du Satan. Alors là, on regarde les peuples, on se dit, bon, comme je ne peux pas aller moi-même m'accuser, ou bien accuser un peuple qui est en alliance avec moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver un raccourci, on va accuser un peuple où les barrières culturelles sont un peu plus différentes. Comme par exemple un homme du Nord et un homme du Sud. Il y a plus de différence entre un homme du Sud et un homme du Nord que les gens du Sud ou bien de l'Est et de l'Ouest. Et donc on va choisir l'ennemi. Et il faut toujours prendre soin de choisir sur des critères. Tout le monde sait très bien que l'homme du Nord, au fond, n'est pas quelqu'un de violent, n'est pas quelqu'un de méchant. Mais on s'attaque à lui parce qu'on sait qu'en s'attaquant à lui, même dans sa réaction là, il va causer le moindre mal. Il y a des gens là, tu leur dis qu'ils ne sont pas ivoiriens là, ils vont faire guerre civile pour ça. Il y a cette raison là. La deuxième raison, c'est quoi? Elle est simple. Le peuple du Nord lui-même, en ne faisant pas clairement le distinguo, à finir inconsciemment ou consciemment à accepter cet état de fait-là. Vous ne pouvez pas être sur votre propre territoire. Parce que les xénophobes, quand vous leur demandez quelle est la superficie de la Côte d'Ivoire, ils vous disent 322 462 km². Mais si le Nord n'est pas important, on devrait carrément délimiter et couper. Mais quand on leur dit, bon, il faut qu'on enlève le Nord de la Côte d'Ivoire, ils vous disent non. Mais finalement, qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas quelque chose, mais en même temps aussi, tu ne veux pas laisser. Ça veut dire qu'en réalité,
ce sont des hommes, des humains qui sont combattus pour la nature de ce qu'ils sont. Et on veut les voir disparaître. Et on veut les nuire à tous les niveaux. Ça a commencé depuis le temps d'Oufoué. Mais c'est Bédié qui aura le courage de mettre ça en pratique pour légaliser ça. Et dans son livre, il catégorise la population. Et donc, il valide la théorie. Aujourd'hui, vous entendez parler du grand remplacement. Mais pour remplacer quelque chose, il faut éliminer l'autre. Mais la Côte d'Ivoire est en train d'aller sur une très mauvaise pente. Ce sont les causes que je suis en train de t'expliquer. On peut bien accuser Bédié comme Laurent Gbagbo. Mais les dirigeants qui sont là depuis le 11 avril 2011, nous sommes aujourd'hui le 24 juillet 2023. Ça fait combien d'années? Est-ce que du 11 avril 2011 jusqu'à aujourd'hui où je vous parle là, il y a quelqu'un qui est en prison à cause des discours xénophobes? Cher frère Abdul, je veux une simple réponse. Il n'y a personne qui est en prison, cher René. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été condamné et que tout le monde a vu pour dire que ce que vous faites est mauvais? Est-ce qu'on les a convaincus que ce qu'ils font est mauvais? Non. Ok. Donc vous avez répondu à ma question. Donc en ce moment, est-ce que l'État, le gouvernement actuel lui-même cherche à créer les conditions de l'unité nationale? Jamais. Et donc la réponse, elle est là. Et donc le gouvernement actuel, quand on regarde l'historique, était le meilleur gouvernement pour mettre fin à ce problème-là. Et avec les mécanismes de loi, et avec la répression de la loi, et avec les moyens de l'État. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est eux les plus grands criminels. Je parle du gouvernement de M. Ouattara. C'est vous les vrais criminels contre le peuple du Nord. Parce que les autres peuvent vous martyriser. Mais quand vous prenez le moyen de l'État, qu'est-ce que vous faites pour corriger cette situation? On aurait pu informer les gens avec les médias d'État. On aurait pu sensibiliser avec les médias de l'État. On aurait pu utiliser la loi pour poser des actes. On me dira, non mais ce n'est pas nous on a insulté. Quand Kandi a été insulté, c'est pas vous. Quand Adama Bictogo a été insulté, c'est pas vous. Quand le président a été insulté à Fikayo, c'est pas vous. Si vous, on peut vous insulter, si on peut vous utiliser pour créer l'amalgame, mais et le citoyen lambda, comme on le dit chez nous, lui, il est mort dans le film. Voilà le drame de la Côte d'Ivoire. C'est une démission de nos idéologues. C'est une démission de nos hommes qui disent être allés à l'école. Je vais parler de nos soi-disant universitaires. Et c'est une démission de nos hommes politiques, toutes tendances confondues. Surtout, aujourd'hui même, je dirais, sur la question du tribalisme de la xénophobie, je félicite Laurent Gbagbo. Je félicite Henri Konan Bédié d'avoir été courageux de dire ce qui a toujours été. Mais je blâme le gouvernement du président Ouattara d'avoir été incapable d'apporter aussi sa réponse. Quand tu appelles là, il faut répondre. Quand tu dis, hey, si tu sais que c'est toi qui as appelé là, il faut dire, je viens. Mais vous êtes au pouvoir. Si vous n'arrivez pas à traiter ce problème-là, c'est quand vous allez retourner dans l'opposition que vous allez retourner le problème. Et c'est là souvent je me dis non. En réalité, les gens utilisent le peuple du Nord comme un fonds de commerce. Les opposants les stigmatisent. Et le parti au pouvoir qui a utilisé cet aspect-là dans son combat veut toujours maintenir cet état de situation pour toujours avoir un sens en disant non, de toutes les façons, puisque les gens les traitent comme ça, ils vont toujours venir derrière nous. Voilà la vraie réalité qu'il faut être capable de dire aux uns aux autres. Et ça va nous conduire à notre guerre civile. Moi, je dis les choses simplement et je veux que les gens viennent me dire que c'est faux. Un pays où les dirigeants ne se souviennent pas qu'on doit utiliser les lois. Vous êtes fiers de dire que vous avez aujourd'hui la majorité à l'hémicycle, que vous avez aujourd'hui l'effectivité du pouvoir. Mais est-ce que vous êtes fiers d'avoir mis chaque Ivoirien dans sa dignité et restaurer la dignité de chaque Ivoirien? Et chaque jour, les mêmes choses se passent devant vous. Et vous trouvez que c'est normal. Mais quand on rend normal le mal et la déviation morale dans une société, c'est une société décadente. Et la complicité du gouvernement de M. Ouattara est plus qu'évidente.
dans la guerre civile meurtrière qui va naître en Côte d'Ivoire. Parce que l'incapacité du dirigeant à s'assumer en face des réalités, c'est que vous, on vous fait M. Ouattara, c'est vous qui l'acceptez. Mais les autres ne sont pas obligés de l'accepter. Et donc vous n'êtes pas les autres. Et les autres ne sont pas vous. Mais vous êtes là pour représenter tout le monde. Et ça, il faudrait que vous acceptiez cela, M. Ouattara. À un certain moment, ce problème n'apporte rien de positif à la Côte d'Ivoire. Il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, ceux qui se sentent ostracisés, ceux qui se sentent blessés dans leur dignité, levez-vous, revendiquez, quels que soient les moyens. Tant qu'il n'y aura pas de violence, les politiciens ne se rendront pas compte qu'ils sont en train de faire du mal à la Côte d'Ivoire. Parce que je vous dis ici aujourd'hui, vous lynchez quelqu'un pour ses discours xénophobes, je dis bien le lyncher, c'est-à-dire le tuer. Après son discours, quand on va dire voilà le corps d'un xénophobe qui est couché, les gens vont se dire ah, donc ça peut apporter une conséquence. Ça va éduquer les politiciens qui sont au pouvoir actuellement et ça va éduquer les xénophobes eux-mêmes. Si eux, ils ont eu le courage de prendre des briques pour casser les têtes des gens à cause de leur origine, on doit être capable aussi de prendre des briques, casser aussi leur tête pour leur langage. Et quand c'est comme ça, chacun va s'asseoir pour réfléchir. Et donc, Kwao Justin a raison. Odette Lorignon a raison. Laurent Gbagbo a raison. Bédia a raison. Si vous-même là, vous ne pouvez pas respecter votre souffrance, si vous ne pouvez pas honorer vos martyrs, si vous ne pouvez pas restaurer votre propre dignité, c'est à se demander si vous êtes un peuple qui apprend de son histoire. On nous dit que M. Ouattara a imposé des modèles. C'est vrai. Parce que ces peuples-là voulaient copier les bons modèles. Mais quand un mauvais modèle t'arrive, mais que toi-même tu te plains toujours, mais tu ne poses pas d'acte, ça veut dire que toi-même là, soit tu ne veux pas apprendre les bons modèles, ou bien tu t'es condamné à accepter l'état de fait. Ça se passe devant nous tous, mais ne soyez pas surpris des conséquences. Toute chose sur cette vie apporte des conséquences inévitablement. Si vous n'y prenez garde, les xénophobes vont vous exterminer. Je dis bien, vont vous exterminer et le Rwanda sera petit. Ou bien ça sera vous-même, les victimes, qui allez prendre votre responsabilité pour faire disparaître les xénophobes. Et ce jour-là, le gouvernement de la Côte d'Ivoire sera tenu responsable de quoi qu'il adviendra. Je parle du gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara, sera tenu responsable de quoi qu'il adviendra. Parce que leur lâcheté, je dis bien leur lâcheté, la lâcheté du gouvernement de Ouattara, à affronter ce problème-là, son incapacité et son inconscience. Je parle de vous, les gens du gouvernement de Côte d'Ivoire. Votre inconscience. Hier, c'est toi, M. Ouattara, qui a dit ici que pour être un musulman et un fils du Nord, on vous ostracise. Mais vous, avec vos collaborateurs aujourd'hui, qui sont du Nord, combien ont su que les xénophobes prospèrent dans leur langage? Parce que chez vous, au Nord, il n'y a rien. Ils savent qu'il n'y a rien chez vous. Quand ils vont vous dire de partir là, toutes les richesses ont été concentrées au sud. Est-ce que c'est à nous de vous dire, de prendre conscience, de développer votre région? Parce que si vous développez votre région, qu'il y a toutes les commodités là-bas, les ponts que vous êtes en train de verser à Abidjan là, si vous en faites à Korogo, à Odine ou à Bouna là, vous avez peur de qui? Alassane Ouattara, tu as peur de qui? Ton grand-père Sekou n'a pas eu peur de quelqu'un. Ton père Dramane n'a pas eu peur de quelqu'un. Mais toi, tu as eu peur de la bouche des gens des xénophobes. Le même modèle copié par Oufoué, tu l'as fait. Et demain, tu veux qu'on dise que l'homme du Nord est content. Mais l'homme du Nord ne peut pas être content parce que le développement qui s'est fait l'a exclu. Et vous avez fait le combat des xénophobes en les aidant. Vous avez concentré toute la richesse et le développement au sud, à l'ouest, en oubliant votre propre région. Quand tu t'oublies toi-même à te servir là, les autres vont te desservir. Ça veut dire même le peu que tu as, ils vont venir prendre. Si le combat de la xénophobie prospère, c'est que le gouvernement actuel de M. Ouattara est un gouvernement aux 3/4 de personnes inconscientes, indignes et incompétentes qui n'ont aucun sens de la dignité, qui n'ont aucun sens de l'histoire et qui n'ont aucun sens de la responsabilité. Sinon, chaque cadre du Nord aujourd'hui devait prendre
la résolution sur lui de développer sa propre région. Demain, quand on va leur dire partir là-bas, et de partir là, il dit les gars, allons chez nous. Chez nous, là, on n'a rien à leur envier. Le jour que vous allez réussir ce combat-là, les xénophobes vont mourir d'eux-mêmes. Ça aussi, c'est une manière de mener le combat. Si vous estimez que la violence ne sera pas ce qu'il faut, et ce n'est même pas notre souhait, la violence, mais quand quelqu'un t'attaque, il faut te défendre. Et il faut te défendre de façon implacable. Si vous aviez développé votre région, les xénophobes auraient aujourd'hui le claquet qui aurait été ploué. Malheureusement, vous avez raté ce rendez-vous. Vous n'avez pas honoré la mémoire des martyrs. Vous n'avez pas honoré vous-même votre propre histoire de douleur. Et demain, vous allez laisser aux générations qui sont encore là ce même combat-là. Nous, on va parler de ça. Ça peut rougir vos yeux, mais nous, on va vous dire ça en face. Parce que les gens sont devenus tellement indignes qu'il y a certains qui s'attendent à un salaire. Si je dis ça, moi, je ne prends pas de salaire avec M. Ouattara. Je ne prends pas de salaire avec un cadre du RHDP. Et je ne m'attends même pas, et je ne prie même pas Dieu pour que mon bonheur passe par vous. Je ne prie pas Dieu pour que mon bonheur soit lié à vous. Je préfère venir me débrouiller aux États-Unis ici, même si je dois travailler $1 l'heure. Au moins là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, sans nous, tu n'aurais pas pu faire ça. On a dit c'est Oufo qui a divisé la Côte d'Ivoire. C'est Bédié qui a fait ça, c'est Babo qui a envoyé la guerre. Mais vous avez fait quoi? Vous avez encouragé tout ce qui s'est passé. Vous avez encouragé la division. Vous avez encouragé les concerts de Bédié. Vous avez encouragé ce que Babo a fait. Parce que vous n'avez rien fait. Celui qui ne fait rien accepte tout. Ne demandez pas aux citoyens lambda qui n'est même pas éduqué de faire un combat qui est savamment et méticuleusement mis en place comme une arme de guerre. Parce que ce truc de xénophobie là, vous entendez, mais c'est une arme de guerre. Et dans tous les pays, ça nous a conduit à un génocide. Et donc ne soyez pas surpris. Face à quelque chose qui vient, est-ce que vous pourrez me convaincre que vous ne savez pas ce que ce problème peut provoquer? Mais vous faites semblant de l'instrumentaliser, de l'utiliser. Je parle du gouvernement d'Alassane Ouattara. Et ce n'est pas acceptable. On peut parler du développement qui est important, mais si le développement était équilibré, 50%, je veux dire, on divise la Côte d'Ivoire en 4. On fait 25%, 25% de tout ce qui se passe à Abidjan, on fait 25%, 25%. Si quelqu'un veut, il n'a qu'à aller au nord. Si quelqu'un veut, il ne faut pas y aller au nord. Si quelqu'un veut, il n'a qu'à aller au sud. Si quelqu'un ne veut pas y aller au sud, c'est que si dans toutes les régions, là, tout le monde a ce qu'il faut là, c'est fini. Le jour qu'on te dit d'aller chez toi, tu t'en vas chez toi. Et donc, comme on est véritablement pris par le temps, je vois il y a le B52 qui s'annonce, il y a aussi le roi du printemps qui s'annonce. Et on va leur laisser faire leur entrée avec 10 minutes. Et déjà, on devrait finir l'émission. Mais on va être très bref. On va leur donner la parole en 10 minutes, 10 minutes. Et après, on va donner 5 minutes à chacun. Et on va pouvoir aller à la conclusion après. Et donc, le roi du printemps, vous avez la parole. Allô? Oui, le roi du printemps, vous avez pour 10 minutes. Ok, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à Sundiata, Cyclone, Abdul, et éclairé à toi-même. Et merci beaucoup aux élèves de la classe. Et moi, je vais abonder dans le même sens de ce qu'on a toujours dit ici, ce qui concerne ces ivoiritaires-là. Et nous le disons honnêtement, qu'ici, nous sommes ici, on n'est pas contre quelqu'un ici en Côte d'Ivoire. On n'est pas contre de qui que ce soit. Mais vous savez, quand vous avez été victime d'une situation, et qu'après vous, il y a eu une accalmie, et puis les mêmes personnes qui vous ont causé cette situation reviennent à la charge, je crois qu'il est important de leur dire que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Mais malheureusement, nous avons tendance à croire qu'ils sont accompagnés par certaines personnes dans leur entreprise. Mais chose qui ne va même pas aider la Côte d'Ivoire. Et personne ne sera épargné quand cette bombe-là va exploser. Mais nous ici, là, nous on est là pour interpeller et dire que la Côte d'Ivoire va tout droit dans le mur. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai dit aux gens que l'État de Côte d'Ivoire est en train de nous montrer qu'elle est véritablement impuissante ou encore consentante lorsqu'on traite une partie de la Côte d'Ivoire d'étrangers. Et en meeting, Stéphane Kipré
qui se lève et qui dit, comment on appelle, que le Haut-Sassandra, c'est la terre de leurs ancêtres. Oui, c'est la terre de vos ancêtres. Mais est-ce que ceci donne droit à Stéphane Kipré de stigmatiser ce qu'on appelle en griffe les nordistes qui ne sont pas ivoiriens? Mais ce qu'il oublie, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est 322 470 km². Mais nous refusons quand même d'accompagner ces Ivoiriens-là dans cette entreprise. Et moi, je le dis, que tous ceux qui sont du Nord, qu'on traite d'étrangers, chacun doit prendre ses responsabilités. L'État ne peut rien faire pour vous. Chacun doit prendre ses responsabilités et mettre fin à ce qui est en train de se passer. Moi, je l'ai toujours dit, je prends toujours mon cas. C'est une seule fois que j'ai vu cette discussion-là avec, comment on l'appelle, quelqu'un qui n'était pas du Nord. Mais je vous assure, ceux-mêmes qui n'étaient pas du Nord et qui nous ont entendu parler, ils sont venus se lever moi mes bras. Et moi, je refuse qu'on me stigmatise dans mon propre pays. Et chacun doit prendre ses responsabilités. Celui qui s'assoit et qui dit, oui, l'État n'a qu'à faire quoi? Est-ce que aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire? Mais si l'État devait prendre des dispositions, il y a longtemps, l'État a pris ses dispositions pour nous éviter des morts. Mais l'État n'a jamais fait. Donc toi, je dis bien, toi, nordiste, je parle des enfants du Nord. Vous qui êtes assis dans vos salons et vous qui êtes dans vos groupes, on vous traite d'étrangers et puis vous êtes complexés. Mais il vaut mieux que vous mourrez. C'est bon. Il vaut mieux que vous mourrez. Là, on ne va plus parler de ça. On ne va plus parler de ça. Et quand vous ne réagissez pas, ça veut dire que vous-même là, vous êtes consentant et que vous donnez quitus même à ces Ivoiriens-là, que vous traitez comme tels. Moi, je refuse ça. Je refuse ça. Abdoul a dit quelque chose que moi j'avais déjà dit ici. Le fait d'envoyer, comme on appelle, ceux qui sont, comme on appelle, du Sud, comme fonctionnaires, on les envoie au Nord, mais c'était pour nous éviter des guerres. C'était pour nous éviter tout ça là. Mais est-ce que on a pu éviter ça? Dès qu'il faut est mort, voilà, on est tombé dedans. Avec Henri Konan Bédié, qui est venu avec son concept d'ivoirité, qui a été vulgarisé et utilisé par Laurent Gbagbo. Mais tiens, on est dans quel pays? Et nous, on le dit honnêtement, ceux qui pensent que c'est l'État qui va venir les sauver, vous êtes des poltrons. Moi, je le dis honnêtement, vous êtes des poltrons. Mais moi, là, je ne serai jamais dans votre groupe de poltrons, là. Jamais. Et tous les élèves de la classe qui sont ici sur cette plateforme, qui sont du Nord, j'ai dit, ne vous laissez pas faire. Un élève de la classe éclairée pro-vérité qui est nordiste et qui se laisse faire. Nous, si on le sait, on va l'enlever dans notre groupe ici. Moi, je le dis honnêtement, on va l'enlever dans notre groupe. Il faut que ça cesse. On ne peut pas continuer dans ça. Le forum de la réconciliation qui a été organisé en 2003, vous pensez que ce forum-là, si ça avait été, comme on appelle, comme ce qu'on aurait voulu, mais on allait finir avec la crise, mais ce forum a été organisé uniquement que pour orner le président Alassane Ouattara. Vous allez me dire pourquoi? Oui, ça a été organisé uniquement que pour orner le président Alassane Ouattara. Parce que, on dit voilà quelqu'un, on dit il n'est pas ivoirien. Et maintenant, on va organiser un truc pour venir montrer à la face du monde et on va lui dire de prouver qu'il est ivoirien. On va lui dire à la face du monde qu'il prouve qu'il est ivoirien. Le monsieur, il sort, il montre tous ses papiers, il montre tout. Mais à la fin de la journée, comme il ne peut plus obtenir gain de cause, il ne sait plus qu'est-ce qu'ils vont dire. On lui dit oui, que les papiers qu'il a montrés, que ces papiers-là sont trop nouveaux et que ce sont des papiers falsifiés, ce ne sont pas des vrais papiers. On nous dit que les papiers sont nouveaux. Et tout ceci pour le mettre à nu devant le monde entier. Mais lorsqu'on est sorti dans cette forum de réconciliation, mais c'est là maintenant que l'ivoirité a refait surface avec une plus grande, comment on appelle, violence. Mais ça veut dire que le peuple du Nord est ici en Côte d'Ivoire, sur sa terre, mais le peuple du Nord ne peut rien faire et le peuple du Nord est traité
comme on appelle étrangers. Mais il appartient à tous les fils et filles du Nord qui se sont indignés par cette situation de se lever et de dire non à ça. Personne ne va vous dire pourquoi vous avez fait ça, c'est votre droit. Moi je le dis, c'est votre droit. Et les Ivoiritaires qui sont revenus en puissance, et chaque fois on les interpelle et on les laisse et on leur dit ce que vous dites là, vous avez raison, continuez à traiter les peuples du Nord. Mais qui a été plus victime que les cadres du RDR qui sont ici du Nord? Mais vous avez une fois vu broncher un cadre pour dire non, que ça là, je ne suis pas d'accord avec eux. Les mêmes sont aujourd'hui députés. Mais quelle loi de proposition qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale pour nous aider à contrer ces Ivoiritaires-là? Ils n'ont jamais proposé de loi. Et on nous fait croire qu'il y a une loi. Mais je vais vous dire honnêtement, s'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Et ces cadres du RDR, fils du Nord indien, là, se plaît dans cette situation. Moi, je le dis, mais moi, je ne serai pas un fils indien du Nord. Moi, la majorité de mes amis ne viennent pas du Nord, mais on se respecte. On connaît, on sait qui est qui dans notre groupe. Et personne ne viendra me traiter d'étranger, et moi, je vais m'asseoir pour le regarder. Et je l'ai dit, celui qui te traite d'étranger, tu casses sa gueule. Quand tu vas casser sa gueule, on va se retrouver devant les tribunaux. S'il y a une vraie justice en Côte d'Ivoire, la justice ne peut pas te condamner parce que tu l'as fait. Tu l'as fait en légitime défense. Tu l'as fait parce que tu es ivoirien au même titre que celui qui t'a traité d'étranger. Mais si la justice vient te condamner parce que tu t'es défendu, c'est là on va savoir que cette justice-là même est d'accord avec ce que on doit traiter les nordistes d'étrangers, et même tout le gouvernement est d'accord avec ça. Je l'ai dit. Je l'ai dit honnêtement, mais il faut que ça cesse. Vous qui n'avez pas encore compris que ceux-là, ils ne vont pas arrêter. Ah, moi je crois qu'il est temps que vous compreniez ça. Les Ivoiritaires, la seule chose qui peut les freiner, c'est la violence. Parce qu'ils ne comprennent que le langage de la violence. Leur psychologie, il faut arriver à comprendre leur psychologie. Une fois que tu comprends leur psychologie, et tu dois savoir que c'est la violence là, vous allez voir qu'ils vont arrêter. Ils vont arrêter. Trop de complexés dans nos cadres du Nord, je vous le dis honnêtement, ils sont complexés. Donc si vous laissez faire, les gens vont vous blesser. Nous allons partir à des élections. Voilà le problème de l'ivoirité qui refait surface. Et à ces élections-là, je dis à tous les militants du RADP, particulièrement à ceux qui viennent du Nord, si vous finissez de voter, prenez vos dispositions. L'État ne peut pas vous protéger, hein, parce qu'on a vu en 2020, on a fini de voter, on nous a dit, ne cédez pas à la provocation. Les gens sont restés là. L'opposition même, qui n'a pas, comme on appelle les moyens, l'opposition est venue tuer les militants du RADP. Mais est-ce que ce n'est pas suffisant qu'on tire une leçon dans cette situation pour prendre nos responsabilités au soir du 2 septembre? Si un militant du RADP s'est laissé tuer par ça ou bien s'est laissé blesser, je crois que ça sera très bien fait pour la personne. Moi, je l'ai dit, prenez vos dispositions, défendez-vous. Si vous vous asseyez là, le PPAC et le PDCI, les Ivoiriens là, vont venir vous tuer cadeau. Mais quand on va faire les élections là, les élus là, ils vont passer Bernard, hein, leurs enfants se retrouvent en Europe. Leurs enfants sont sécurisés. Mais vous qui n'avez pas de sécurité, soyez vos propres gendarmes, soyez vos propres policiers. Merci beaucoup, le roi. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, on va passer ici directement à un autre intervenant, le B52, vu qu'on a déjà pris par le temps. Bonjour, le B52. On va vous laisser vos 10 minutes. On va vous laisser vos 10 minutes directement. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir toute la classe. Je vais aller directement. Et moi, je vais m'adresser encore au député Thierry qui était sur le plateau de la NCI hier, avec encore André Sylvain Pona. Et je remercie encore au passage le député Ben Meïté, qui a répondu d'une manière propre, cinglante, comme il a traité hier les journalistes. S'il avait encore même un mot plus que ça, il aurait dû le traiter ainsi. Et pour corroborer ce que le roi du printemps je t'ai dit,
concernant les votes à l'Assemblée nationale. Je vais remercier du passage encore, comment il s'appelle, l'autre intervenant qui est FPI, qui hier a fait une intervention très propre sur le plateau de la NCI. Voilà des députés sur la révision de la Constitution que le président de l'excellence Alassane Ouattara a demandé. Une proposition de loi qui a même été déjà votée. Et voilà que des députés, un seul article de la Constitution, c'est-à-dire l'article 107, qui n'a que 7 lignes que les députés de l'opposition devaient lire avant d'aller au vote. Bon, ça a été déjà voté. Mais c'est leur réaction après le vote maintenant qui doit amener l'ensemble des Ivoiriens à réfléchir sur ces opposants des députés qui sont à l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens qui sont votés par la population allaient défendre leurs droits, qu'ils disent ouais, qu'eux n'ont pas eu le temps. Je dis bien, ce n'est pas la révision de toute la Constitution. Mais l'article 107, qui ne contient que 7 phrases, 7 lignes, c'est-à-dire ouais, que tout son contenu là, c'est 7 lignes. Et ils n'ont pas pu étudier cela. Et qu'après le vote, c'est ceux-là aujourd'hui qui viennent s'asseoir devant la nation pour dire qu'eux, ils n'avaient pas le temps, ils n'ont pas bien pris le temps pour analyser. Vous voyez à quoi l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire ressemble. Et malheureusement, il y a des gens encore qui les votent. Malheureusement, encore, il y a des gens qui vont les voter pour être des élus locaux dans leurs différents départements, comme maire ou conseil régional. Mais ce que vous dites, mais c'est une complicité entre l'opposition et je dirais même les députés comment on appelle ça, du parti au pouvoir. Parce que quand Justin vient parler, jusqu'à présent, il n'a pas été interpellé. Personne n'a réagi. Quand Olette Le Réunion a commencé, certains jeunes du RHDP sont allés jusqu'à devant son portail, chez elle. Lui fait comprendre de vive voix que sur le chemin qui est en train de partir là, que si ça commence, on connaît chez toi, on viendra te rendre visite. Elle a commencé à crier sur tous les toits. D'après elle-même, elle a posé plainte. Mais quand on traite le président de l'Assemblée nationale de l'étranger, quand on traite le ministre des Affaires étrangères, et que jusqu'à présent, aucune voix ne s'élève, une voix officielle. Bon, qu'est-ce que vous voulez que le petit citoyen lambda là, lui, il va faire quoi? Parce que voilà le véritable problème en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu vas te lever aujourd'hui, quelqu'un qui va te traiter d'étranger, si tu dois le malmener normalement, pour ne pas dire le massacrer, c'est la justice qui viendra te dire encore ouais, que tu n'as pas droit à te rendre justice, que tu aurais dû aller porter plainte. Mais quelles sont les plaintes qui ont abouti concernant les écarts de langage de ces PPHiens là? Il n'y en a pas. Et ça va continuer. J'ai dit ça la fois dernière, malheureusement, la grande semence est à blanc. Mais ça va continuer. Parce qu'il n'y a pas de répression, il n'y a pas d'interpellation, il n'y a pas d'arrestation. Et ceux qui étaient hier à la base de toute cette tuerie-là pensent aujourd'hui ouais, que c'est eux qui sont les victimes. Et ils veulent le pouvoir, coûte que coûte le pouvoir, pour venir reprendre encore les mêmes choses. Mais pendant ce temps-là, ceux qui ont perdu leurs parents, jusqu'à présent,
Moi, je n'ai pas encore vu d'arrestation. Il me semble que nous avons perdu le B52. Oui, on a perdu le B52. Et donc, on va profiter rapidement pour passer la parole au Premier ministre, vu qu'on est vraiment condamné par le temps. Bonsoir, le Premier ministre. Bonsoir, Oui, comment allez-vous? Oui, ça va. Ok, donc Comme je disais, on va vous laisser 10 minutes pour que vous puissiez... oui, on va aller très rapidement et très efficacement. Comme je l'ai dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et avec cette panoplie d'impunité que nous avons autour de la xénophobie, c'est ça en fait, la xénophobie, le racisme, le tribalisme. Il n'y a jamais eu de condamnation très ferme et très dure en ce sens-là, comme si ce pays ne savait pas d'où on venait. À chaque fois, le président nous rappelle, vous dit, rappelons-nous d'où nous venons de très loin. On vient de très loin et que les mêmes personnes continuent toujours dans leur élan, continuent toujours de s'aimer la haine et la xénophobie. Mais je pense que les têtes de loi sont là. Je pense que le procureur peut s'auto-saisir. Parce qu'on n'a pas besoin de porter plainte. Parce que ce qu'ils font, c'est très grave. C'est plus que le crime. C'est plus qu'un crime. Parce que ça peut aboutir à des génocides. Et ces gens-là sont là tranquillement dans le pays. Et puis, on dira quoi? Que c'est la politique. Non, la loi même condamne la diffusion par quelques voies possibles, quelques manières possibles. La loi condamne la diffusion et la transmission de ces propos-là, que ce soit par meeting, par voie de radio, par voie de presse. La loi condamne ces individus-là de 5 à 10 ans de prison. Et personne ne parle, on ne dit rien. On a peur comme si ces gens-là pouvaient faire tomber le ciel sur la Côte d'Ivoire. Mais ce qui peut faire tomber le ciel sur la Côte d'Ivoire, c'est cette impression d'impunité. C'est cette impression de montrer aux populations que l'État est lassé. Parce que ces gens, on les prend, on les met en prison. Qui va faire quoi? Qui va faire quoi? Ils viendront seulement gueuler sur les réseaux sociaux et puis il n'y a rien. On sait très bien que ce qu'ils ont fait, c'est une infraction au code de procédure pénale. Et personne ne parle, on ne dit rien. Mais non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Moi, je pense que, à partir de cet instant-là, il faut que tous ceux qui se sentent concernés par ces propos par ces propos comment on appelle ça, discriminatoire. Tellement ça m'énerve. Par ces propos discriminatoires et même par ces propos xénophobes, sont priés de se constituer en collectif pour aller porter une plainte régulière contre ces gens-là. On les connaît, on a leurs propos, tout est enregistré. Et une fois que la justice nous dit qu'elle est incapable, là, chaque citoyen pourra faire sa justice. Parce qu'ils diront, mais est-ce que vous êtes venus nous voir? Comme si, quand ces gens-là diffusent leurs propos, comme s'ils ne savaient pas, comme si personne ne voyait. Non, le procureur Adou Richard doit s'auto-saisir, il doit interpeller ces gens-là. Ces gens ne sont pas au-dessus de la loi. Ces gens ne sont pas au-dessus de la loi. Mais tant que certaines personnes penseront qu'ils sont au-dessus des lois et qu'ils peuvent dire ce qu'ils disent et puis il n'y a rien, mais nous créons des lendemains douloureux. Ou bien ce sont des cadavres de ces gens-là qui veulent voir en fait. Parce qu'on laisse infuser. C'est ce qu'on dit. Tu gifles un enfant. Un jour, et on va te retourner l'appareil, tu vas te demander, mais ça a commencé quand? Donc il ne faudrait pas entraîner ce type de violence dans la tête des populations. Il ne faudrait pas emmener les populations à créer une justice elles-mêmes. Parce que quand ça continue comme ça, quand l'impunité est la règle
Le citoyen est dans ses droits, est dans ses pleins droits de revendiquer et même de se révolter. Parce que, qu'est-ce qu'on dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme? Lorsque vous êtes marginalisé, lorsque vous êtes ostracisé, lorsque vous êtes discriminé par votre race, par votre ethnie ou par votre, comment on appelle ça, par votre couleur de peau, mais la révolution devient pour vous la révolution devient pour vous une obligation. L'insurrection devient pour vous une obligation. Et c'est ce que nos jeunes gens ont fait à l'époque quand ils se sont rebellés pour dire non. C'est ce qui s'est passé. Mais là, c'était encore dans le cadre militaire. Là, on pouvait dire, bon, on pouvait contrôler, parce que c'est des groupes armés. Mais imagine toute une population se révolter. Imagine les femmes au marché se révolter. Imagine tous les travailleurs de Côte d'Ivoire se révolter parce qu'ils sont discriminés. On ne parlera pas de développement ce jour-là. Ce jour-là, le président Ouattara ne connaîtra pas son pays. Parce que les gens seront en droit légitime de revendiquer leurs droits et de demander justice. Et là, quand un peuple est révolté, aucune autorité, c'est-à-dire aucune autorité, ne peut les arrêter. Et si le président Ouattara veut la paix, il veut appeler toujours, il veut attirer toujours des investisseurs dans son pays, il se doit de mettre fin à ces inégalités, à ces injustices notoires. Parce que ça a trop duré. Les autres ont arrêté parce que les gens sont allés rendre visite. Mais ceux qui continuent là, qu'est-ce qu'on doit leur faire? Chaque citoyen doit se rendre justice. Donc si c'est à ça qu'on arrive là, je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie de l'auberge. Hein. Il faut que le président Ouattara se réveille. Ou bien ces conseillers qui nous écoutent sur cette plateforme-là se lèvent tout de suite pour dire dès demain, on interpelle ces gens-là pour leur faire un rappel à la loi. Moi, je ne demande pas de les arrêter, mais faites-leur un rappel à la loi. Dites-leur que c'est un propos-là va à l'encontre de la loi. Parce que nous, on est censé ignorer la loi. Mais s'ils savent, s'il y a un rappel à la loi, qu'ils savent et qu'ils continuent, ben là, au moins, ils seront dit, tout le monde, on ne sera pas surpris de ce qui pourra leur arriver dans la circulation demain. Donc, évidemment, je vais m'arrêter là, parce que ces propos c'est tellement infâme qu'on ne peut même pas parler de ça en 2023 en Côte d'Ivoire. Et dire que ces gens-là sont des universitaires, dire que ces gens-là sont allés à l'école. Mais attends, où sont nos intellectuels? Où sont ceux qui bâtissent la confiance des nations? Où sont-ils, ces gens qui sont dans la société civile, qui interpellent toujours le gouvernement? Ils sont où? Puis Cheikh Balé était où? Oui, c'est ici qu'il faut parler. Parce que toute une communauté est ostracisée et vous ne dites rien. Mais quand les gens vont se révolter, aucun pouvoir ne pourra les arrêter. Je m'arrête là. Vraiment, merci beaucoup. Et merci d'avoir été aussi efficace. Et le message que vous avez dit, je le partage entièrement et je suis d'avis avec vous. On va redonner la parole au B52 qui avait fait 5 minutes. S'il peut encore reprendre la parole, il va continuer avec ses 5 minutes. Oui, excuse-moi, il y a eu un problème de connexion là. Je ne sais pas si c'est passé. Il n'y a pas de problème. Donc, vous avez 5 minutes. Oui, comme je disais tantôt. Donc, mais le frère Moussa, il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de société civile. Et ce qui est triste, c'est que les 3000 morts là, je pense qu'ils vont se remettre encore dans la tombe. Parce qu'en réalité, ceux qui sont considérés comme les intellectuels en Côte d'Ivoire, en réalité, ce ne sont pas des intellectuels. Parce que les gens qui sont partis à l'université, de surcroît des historiens qui étaient au pouvoir, qui ont été à la cause de ces 3000 morts-là, n'ont eu, en réalité, tout simplement, ils sont venus au pouvoir pour se servir. Babo voulait venir au pouvoir pour voler l'argent avec ses collaborateurs. Et tous aujourd'hui sont assis en se disant ouais, que
On attend notre tour. Voilà les préoccupations. Venir s'asseoir sur l'argent du contribuable, faire ce qu'ils veulent, et celui qui parle, on l'assassine. Comme je parlais la fois dernière du cacao. Mais écoutez, Afinguissan, qui était Premier ministre à l'époque, mais qui a été l'une des personnes même qui était très active en 2010, qui a récidivé en 2020 et qui aujourd'hui signe un partenariat avec le pouvoir et que ces mêmes choses-là continuent. Mais moi, je dirais que l'alliance FPI avec le RHDP, mais Afinguissan veut toujours sa survie. Parce qu'aucun d'entre eux n'entreprend une démarche constructive de la consolidation de la nation. C'est vrai qu'ils viennent pour dire, oui, nous allons nous aligner avec le pouvoir pour consolider les actions sociales qui sont déjà acquises. Nous sommes là pour accompagner le gouvernement pour que demain il y ait une stabilité. Mais en réalité, mais c'est faux. Afinguissan est en train de faire une stratégie politique pour ne pas mourir politiquement. Lui, Afinguissan, normalement, après son partenariat avec le gouvernement, mais devait entreprendre des tournées de sensibilisation. Quand même, il a été quand même le Premier ministre. Il est le président du FPI. Vous comprenez bien la position. Comme aujourd'hui, le vrai sens, la vraie chose aujourd'hui qui les anime, c'est qu'eux-mêmes ils savent qu'ils n'auront plus de directeur dans le Nord et c'est parti sur des générations et des générations. Mais pendant ce temps, mais les cadres de cette région-là ne font rien pour consolider une relation entre le Nord et le Sud. Et puis moi-même, c'est éclairé, honnêtement, moi-même, ça me désole quand nous parlons d'un pays, d'une nation, on parle du Sud, on parle du Nord, au XXIe siècle, dans un pays comme la Côte d'Ivoire encore. Les gens réagissent en termes ethniques, des régions, mais c'est grave. Donc, ce qui veut dire que les ponts, les routes, tout ce que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui, ne soyez pas surpris demain que les mêmes choses qui ont entraîné les mêmes effets en 2010 et que quoi Justin revient encore parler les mêmes choses, sachant très bien les autorités judiciaires, surtout c'est le ministre de la Justice que moi je ne comprends pas quelle est réellement sa fonction, ou bien je ne sais pas s'il suit un calendrier, parce qu'on ne le connaît même pas, je ne connais même pas son nom. Je ne connais pas le nom du ministre de la Justice de la Côte d'Ivoire. Je ne connais pas quelles sont les actions qu'il entreprend pour sanctionner ces ivoiritaires-là. Ils trahissent d'une autre nature. Et après, quand les Blancs ou bien les Arabes massacrent nos frères à l'étranger, on est les premiers à s'indigner. Or, dans une même nation, il y a certains qui prennent la parole pour traiter même les figures emblématiques de certaines institutions comme des étrangers. Ces personnes ne réagissent. Le gouvernement ne réagit pas. Le ministère de la Justice est qui est quoi en Côte d'Ivoire pour traiter Mme Kadia Camara d'étranger, pour traiter Adama Pitogo d'étranger, et qu'aucune voix ne s'élève. Et tout le monde assis, tout le monde le regarde. Mais si le citoyen lambda, comme vous le dites, qui va prendre son bâton de pèlerin, commencer à massacrer ces personnes-là, mais vous verrez tout de suite là que le commissaire ou bien le commandant de la gendarmerie ou le juge qui est assis dans cette région-là va condamner celui qui s'est fait lui-même sa justice là, comme de quoi c'est un hors-la-loi. Les frères, moi je m'arrête là aujourd'hui, je n'ai pas trop parlé. Il n'y a pas de problème, cher René. Et donc on va continuer avec les intervenants. Et là, chacun aura 5 minutes pour pouvoir continuer. Et donc, M. Berthet, ça sera aussi la conclusion, vu qu'on est déjà piégé par le temps. Et on va vous donner 5 minutes pour pouvoir faire votre conclusion. Ok, merci beaucoup, éclairé. Je dis merci à tous les panélistes. Merci à Robert Senghate, Sundiata le conquérant, le roi des prétendants, Abdoul, et sans oublier le Premier ministre. Chers parents, on dit, Akaye, Dougoun Noronouy.
ɲɛgɛnjiw ni fɛnw bɛ sira kan aw bɛ taa siraladinɛ bɛ kɛla siraladinɛ wari kɔrɔkɔrɔ tɛ don a la nafolo mugu yɛrɛ yɛrɛ bɛ don a la an k'o de fɔ an kana to nafolo min bɛ ɲinina ka na an ye jamana baara an jamana kɔnɔdenw ye o kɛ o sababu ye k'o baara jansi kɔ k'o baara sabote an sigiyɔrɔ kana ka kɔrɔkuli Côte d'Ivoire sigiɲɔgɔnw Ivoiriyɛnw bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ɲɛ b'a la an bamuso dɔw bɛ yan an faw bɛ yan a kɛla bɛɛ ɲɛna u foyi tɛ la n'i tun ka minɛnɔgɔ k'o da la ka dagafinɛ bɔ ou bien ji woyola ou bien ji kun i ka banu k'olu kɔnɔ ji woyola ka bɔ kɛnɛma o bɛ don olu kɔnɔ maloda o toda o kasaba o mɛrɛkɛba o o b'a bɛɛ de cɛ ka taa n'a ye labɛn la borokuru caman pirilew la mais la ville dugukolo yɔrɔ tun propre don sira bɛɛ ka kɛ yen nɔ ɲɛgɛnji tɛ mɔgɔ si alu kɔfɛ i ka ye parce que baara dɔ tun bɛ kɛ la mais bi développement yɛrɛ nana yɔrɔw changé la bɔnlocogow changé la mais tout ça dɔ de bɛ farala nɔgɔ kan ka taa aw bɛ taa a ma ye an n'u yɛrɛ a santé ma i ka ye souvent c'est vrai gouvernement kan ka baara dɔ kɛ maire kan ka baara dɔ kɛ mais o baara bilasiraba ye an n'u population de ye ka miiri an yɛrɛ a santé ma comme tasabacɛ t'a la ko comme a y'a mɛrɛkɛbaw tɛ taga la a y'a nandaga tɛ taga la ta kan ka taga n'a ye en tout cas il faut que décision dɔ de ye ta ka couleur yira mɔgɔ caman na sinon a dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la même n'o y'a ɲɛgɛn fa la n'i y'a ɲɛgɛn fa la kɔni i kɔni tɛna fɔ ko an ye gouvernement wele ou bien an ye gouvernement critiquer ko gouvernement ye de y'a ɲɛgɛn bɔ dɛ tiɲɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ tiɲɛ de bɛ laban n'i y'a ɲɛgɛn fa la mais an bɛ mun kɔlɔsi la dɔw yɛrɛ bɛ taa dingɛ de sen du kɔfɛ mobili minɛ ka na ɲɛgɛnji bɔ dɛ ka na nɔgɔ bɔ ka taga n'a ye a yafa n ma cɛ dɔw bɛ dingɛ de bɔ olu kɔfɛ ka mɔgɔw ta su fɛ ka n'u bɔ k'o yɛlɛmɔ dingɛ kɔrɔ ka ba ka cɛɲɛ bolokɔrɔ k'o datugu walayi o yɛrɛ ye danger yɛrɛ yɛrɛ de o bɛna kɔlɔlɔ min lase mɔgɔw ma sini e kɔlɔlɔ wa il est temps qu'on se dise la vérité c'est vrai on attaque le gouvernement kan ka caman kɛ c'est vrai population fana joli b'a le gouvernement ma parce que comme a y'a wari min a bɛ taala ɲini ka na baaraw kɛ n'a ye vous ne voulez pas il y a pas de suivi là ça veut dire que c'est l'argent cadeau parce que c'est nous on paye et puis on vous paye avec notre argent c'est pourquoi ça ne vous intéresse pas et puis vous ne dormez même pas dans le même quartier que nous an ye can fɔ ɲɔgɔn ye dɛ voilà au côté là comme tan bɛrɛbɛrɛ t'an bolo mais le yɔrɔ là mais éclairé ou fini ceux qui envoient les propos xénophobes là moi on est allé au camp ici une chose je suis c'est ce qui a envoyé problème en Côte d'Ivoire on a perdu beaucoup de nos prêts et on ne va plus jamais les revoir mais ceux qui ont posé cet acte là c'est eux qui sont retournés et ils sont à l'aise ils sont payés ils travaillent ils sont protégés et c'est là qui lance menace parce que l'État peut rien faire pour nous peut rien faire pour nous et il n'y a plus à faire de l'État nous on dit ceux qui sont en train d'appeler les gens à la haine cibler les ethnies municipales et puis régionaux là nous on dit on va se respecter dans le pays là chacun va respecter son ami on va aller voter chacun et puis nous on a accepté de s'enrôler faire les cas d'identité c'était pour pouvoir voter c'est pas pour faire le bruit mais vous quand ils ont installé les centres d'enrôlement c'est vous qui allez garder saccager tous les appareils un homme qui pense comme ça peut s'enrôler non vous n'avez pas de pièces vous n'avez pas d'argument et nous on va vous dire wallah bilay ça là on met dans la toile ça c'est pas affaire des politiciens parce que vous luttez pour nous gérer notre vie nous on va prendre notre destin mais on va te défendre tous les téléphones wallah bilay on va se pager de vous soyez ici éclairé je vais m'arrêter là sinon avec ces maudits c'est que si je dis à tous les frères ça on ne recule pas. Comme des populations. Mais s'il y a 100 morts là, il faut que ce soit les politiciens. Et on va bien les compter en des vauriens que vous êtes. Pays là, on va construire ensemble. Éclairé, je vous dis merci. Merci à tous les auditeurs. Inch'Allah, demain sera notre. Merci beaucoup, le cyclone. On va passer directement la parole aussi à Sundiata, le concurrent, pour ces 5 dernières minutes qui vont aussi servir de conclusion. Sundiata, vous avez
les 5 minutes pour votre conclusion. Ok. Si Sundiata n'est pas prêt, qui est déjà prêt, on va progresser rapidement. On est vraiment coincé par le temps. S'il y a quelqu'un qui est prêt... Allô? Oui, Allô? oui, allô? Oui, le roi est printemps. Ok, donc le roi, vous procédez directement à 5 minutes. Ok, merci beaucoup et merci à tout le monde. Et nous, on va réitérer ici notre prise de position. Concernant ces Ivoiriens, et notre position, il est clair. Et voyez-vous ce que B52 a dit par rapport à Abdoul Awassa? Moi, je sais de quoi je vous parle. Quels sont ceux qui ont condamné l'action d'Abdoul Awassa? Qui allaient dire à Odette Lorignon d'arrêter de traiter le président d'étranger et d'arrêter de traiter le peuple du Nord d'étranger. Mais quels sont ceux qui ont condamné Abdoul Awassa? Ce sont bien les cadres du RDR. Je dis bien les cadres du RDR. Je sais de quoi je vous parle, mais ne me laissez pas continuer dedans. Et certains cadres, et qui ne sont pas du Nord, ont soutenu Abdoul Awassa. Je ne vais pas vous citer les noms, mais ça veut dire quoi? Eux là, ils sont tellement conscients que si on laisse cette situation perdurer, on risque encore de se retrouver dans une situation de chaos. Et donc, à ces cadres-là, qui ont soutenu Abdoul Awassa, j'aimerais leur dire merci beaucoup pour l'acte qu'ils ont posé. Mais à ces cadres indignes du Nord qui ont condamné Abdoul Awassa, et moi je leur dis qu'ils continuent de condamner les fils du Nord qui veulent, comment on appelle, qui veulent prendre leur revanche, ou bien qui ne veulent pas qu'on retombe encore dans une crise. Continuez de les condamner, mais comme on le dit, quand tu poses une action, il faut savoir que tôt ou tard, tu vas récolter les résultats. Mais nous, ici, on va continuer de parler de ça. Et moi, j'ai dit, aucun militant du RDP ne doit mourir dans ces élections-là. Si on doit avoir mort, il faut que ce soit les militants du PPACI qui ne comprennent que le langage de la violence. Mais nous, on va continuer, comme on appelle, d'interpeller et de toujours dire à nos autorités que la Côte d'Ivoire est encore fragile. Si on y prend garde, on risque de nous retrouver dans une situation qui va nous plonger complètement dans le chaos et que la Côte d'Ivoire ne va plus se retrouver. Le président Alassane Ouattara a réussi, chose qui ne plaît même pas à ces Ivoiriens-là. Donc il faut chercher à créer des choses pour gâter tout. Mais nous, on est là, on sera toujours là. Même si on a l'impression que nous, on n'est pas écoutés, on va toujours continuer. On a l'impression que nous prêchons dans un désert, mais nous, on ne prêche pas dans un désert. Tôt ou tard, c'est comme le paysan qui travaille dans son champ, qui travaille. Mais les gens passent, on le regarde, personne ne le salue, personne ne passe voir qu'est-ce qu'il est en train de faire dans son champ. Mais un jour ou l'autre, quelqu'un passera et lui dit, mais lui là même qui est en train de faire là, moi je vais aller voir ce qu'il est en train de faire. Mais c'est à partir de ce moment-là que tu sauras que ce que tu étais en train de faire était écouté, mais seulement que le moment n'était pas encore arrivé. Mes chers élèves de la classe, tous les Ivoiriens qui sont pris de paix, continuons à dénoncer le comportement de ces Ivoiriens-là. On a l'impression qu'on n'est pas écouté, mais nous sommes bel et bien écoutés, et le jour viendra où tout va rentrer en ordre, et on donnera raison à nous qui avons pris dès les premiers jours ce problème-là après le corps. Vous allez voir que on sera dans nos droits et la Côte d'Ivoire va continuer. Mais dire à quelqu'un qui n'est pas étranger n'a jamais construit un pont. Dire à quelqu'un qui est ceci, cela n'a jamais construit une université. C'est ensemble et avec la politique du président Alassane Ouattara qui n'est pas tombé dans les provocations qu'on a pu atteindre ce niveau de développement. Mais ce niveau de développement que la Côte d'Ivoire a connu, il faut garder ce cap-là en disant aux Ivoiriens là qu'on n'a plus besoin de ça. Mais clair, comme on est pris par le temps, et demain, je vais revenir sur cette question de mairie là. Vraiment, il y a beaucoup à dire. On va revenir là-dessus. Et moi, je dis merci beaucoup à tout le monde. Et merci à B52, merci au Cyclone, merci à Sundiata, merci au Premier ministre, merci à Mère Blanc, merci à Nefertiti, merci à tous les élèves de la classe. Merci pour votre soutien. Éclairé, tu as eu trop tôt raison. Je dis tu as eu trop tôt raison, ainsi que les élèves de la classe. Mais depuis qu'on a commencé le combat en 2020, mais les gens
ne nous écoutaient pas. Mais aujourd'hui, moi, je peux vous dire que nous avons atteint l'objectif, mais nous continuons, on ne pète pas les bras. Mais malheur aux Ivoiritaires. Bonne soirée à chacun. Malheur aux Ivoiritaires. Merci beaucoup, le roi du printemps. Excellente soirée à vous-même et bien des choses à toute la famille. On passe de ce pas à Abdoul, Oui. qui avait levé la main. Abdoul, vous en avez pour 5 minutes. Ok, merci beaucoup, cher Aîné. Merci beaucoup tout le monde du panel. Donc, cher Aîné, j'ai fait ça rapidement afin que vous puissiez vaquer à vos occupations. Donc, ce que je comptais dire à tous nos auditeurs, que tu sois du sud, que tu sois du nord, si la stigmatisation d'un peuple ne fait pas partie de tes valeurs, il faudrait que tu te lèves pour te battre. Parce que lorsque ça va dégénérer en Côte d'Ivoire, on ne va pas chercher à trier pour dire qui vient du nord, qui vient du sud. C'est une guerre civile. Et en ce moment, les gènes de la guerre civile sont en train d'être posés en Côte d'Ivoire. Parce que c'est maintenant, aujourd'hui, je me rends compte de énormément de choses. En 2020, des gens qui se lèvent comme ça, ils ont tué les gens. Parce que toi, citoyen ivoirien, tu as décidé d'aller voter. Est-ce que le gouvernement t'a protégé? Je dirais non. Il y a un semblant d'enquête qui s'est passé aujourd'hui. On ne sait pas où est-ce qu'on en est avec cette enquête-là. Parce que toi, l'Ivoirien, tu as décidé d'aller porter ton choix sur Alassane Dramane Ouattara. On te prend, on te tue. Mais à un moment donné, il faudrait que les populations aujourd'hui prennent conscience. C'est vous qui détenez le pouvoir. Et c'est vous qui faites des personnes des rois. C'est vous qui faites des chefs d'État, des personnes aujourd'hui qu'ils sont. Donc si ces derniers-là ne sont pas prêts à vous protéger, il vaut mieux prendre des responsabilités. Et la meilleure manière aujourd'hui de prendre des responsabilités, c'est de combattre l'injustice en Côte d'Ivoire. Et en ce moment, nous avons les informations comme quoi les Ivoiritaires aujourd'hui veulent revenir au temps de Laurent Gbagbo dans les différents quartiers d'Abidjan. Ils sont dans des discours subtils. Les agoras commencent encore à pousser à Abidjan. Donc, moi je dis à toutes ces personnes qui sont contre les Ivoiritaires, dès que vous les voyez rassemblés en train de tenir un discours qui ne va pas dans l'Union nationale des Ivoiriens, qui est dangereux pour la cohésion sociale, n'hésitez pas à vous rendre justice sur l'instant. Et après, la police va venir régler le problème. Parce que ces personnes-là, ils sont trop à l'aise. Ils sont trop à l'aise. Même si vous pouvez casser tout ce qui est baf, vous cassez tout. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui viendra faire ça pour nous. Parce que quand ça va chauffer là, ils vont monter dans les différents avions, ils vont partir, et c'est nous qui allons rester comme le peuple rwandais. Donc comme ça, c'est pas encore arrivé à cette étape-là. Donc il vaut mieux se battre maintenant pour ne pas que ça arrive. Donc chers frères, je préfère m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous passons au Premier ministre pour ces 5 minutes. Le Premier ministre, vous avez la parole. Oui, comme je le disais tantôt, je dis, lorsqu'un gouvernement échoue dans sa protection des populations eux-mêmes sont en droit légitime de s'auto-protéger. Si un gouvernement républicain refuse de protéger ses citoyens, nous avons assisté à une sorte de technique d'autodéfense. Et je ne pense pas que le président Ouattara puisse apprécier ce genre de moyens de se défendre. Et pour ne pas arriver là, il faut déjà commencer par expliquer les gènes ou la gangrène de tous ces politiciens-là, à vide de sang, tous ces politiciens qui véritablement n'ont aucun projet, n'ont que de projets de société que de la guerre civile. Il faut tout de suite les mettre sous éteignoir. Il faut les extirper de la scène politique et les envoyer dans un séjour doré carcéral pour qu'ils puissent comprendre que la société n'a pas besoin d'eux. Pourquoi sont les braqueurs seulement qu'on met en prison? Ceux-là, ils font plus de crimes que les braqueurs. Et ceux-là méritent plus la prison que les braqueurs. Donc, il faut aussi, si le gouvernement veut qu'on fasse l'équilibre de la terreur,
Mais ça, on est habitué, hein, on peut le faire. Faisons on n'y pourra rien. Et donc, pendant que nous y sommes, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Quoi, Justin, Damana Picasse, et qui gère encore, doivent répondre immédiatement devant les autorités judiciaires pour qu'ils puissent leur signifier un rappel à la loi. Même si on ne signifie pas un rappel à la loi, comme ce que dit que ceux qui sont dedans là, ça peut les conduire en question. Donc, éclaireur, c'est tellement nauséabond. On parle des choses importantes. On est en train de parler de développement, on est en train de parler des choses qui font avancer le pays. Et des gens vont reculer 20 ans en arrière. Ils pensent qu'ils peuvent mettre en place le scénario qu'ils ont mis il y a 20 ans en arrière alors que le pays a évolué. Ils sont bloqués encore en 2000. Mais c'est pas grave. Si c'est ce qu'ils veulent, on va leur servir parce qu'à lui-même, à un moment donné, c'est ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent tester les forces. On va faire ça et puis bon, on verra ce que ça va donner. Parce que ces gens-là, ils ne comprennent qu'un seul langage, la violence. On leur donne des voies judiciaires pour faire des recours qu'ils ne l'ont pas fait. Ils savent vraiment des directions où ils ont perdu d'avance. Mais il faut tout de suite infuser la haine, et c'est-à-dire la haine de l'autre dans le cœur des gens pour pouvoir mettre le pays en branle. Mais c'est que des élections locales, hein. C'est pas des élections nationales. Donc si ces gens n'ont rien compris, ils n'ont qu'à arrêter. Parce que au soir du 2 octobre, c'est pas ce qui va les faire remporter une mairie, ni un conseil, ni une présidence de région. Donc s'ils veulent pas aller aux élections, parce qu'effectivement on a arraché tout ce qui fait violence là, les machettes, les fusils et tout ça. Il n'y en a plus sur le terrain politique. Maintenant, ils ont une autre arme, la parole. Et ça, c'est plus dangereux que les fusils et les machettes. Alors, je m'arrête là. Merci beaucoup, les grands maîtres. Vous avez quelque chose à ajouter ou pas? Merci beaucoup. Merci de vos interventions. Je ne sais pas si Sundiata est là pour finaliser. Sundiata, est-ce que vous êtes présent? Je pense qu'il n'est pas. Je suis là compte tenu du temps très avancé. Oui. Et je remercie beaucoup tout le monde. Portez-vous très bien et puis excellente fin d'émission à tout le monde. Merci infiniment à vous. Merci aux différents panélistes. Que la grâce divine demeure en chacun de nous. Demain, c'est un autre jour, nous allons nous retrouver. Je dis merci à tous les panélistes, à tous ceux qui ont participé. Et demain, certainement, nous nous retrouverons. Merci à chacun et excellente soirée.